Hello, everyone, and welcome. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce deuxième événement des conversations, de la série des conversations en bioéthique canadienne. Nous vous accueillons aujourd'hui par le Conseil des sciences sociales du Canada. Il y a plusieurs façons de rejoindre notre conversation aujourd'hui. Nous avons l'interprétation simultanée disponible pour cette conversation en anglais et en français. La première présentation sera en français, la deuxième en anglais. L'animateur utilisera les deux langues. Pour lire ce que vous voulez dans une langue particulière, veuillez sélectionner cette langue à partir de l'icône interprétation au bas de votre écran. Si vous êtes compétent et vous pouvez comprendre les deux langues, sélectionnez Export tout en prendre dans la langue originale parlée. Nous organiserons une période de discussion à la fin des deux présentations. Cependant, vous pouvez poser une question à tout moment en utilisant la fonction de question-réponse au bas de votre écran. Vous pouvez poser votre question en français ou en anglais. Votre nom peut être mentionné à côté de votre question. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné, veuillez sélectionner l'option permettant de poser votre question de manière anonyme. Vous pouvez également nous faire part de vos impressions sur cette section et suggérer sujet pour les sessions futures en remplissant notre questionnaire que nous encourageons vivement à remplir. Et nous afficherons cela dans le clavardage. La session complète est également enregistrée et sera disponible sur le site Internet de la CSP à bioethics.ca. Afin de favoriser l'atteinte des objectifs de vérité et de réconciliation, j'aimerais souligner que je me joins à vous aujourd'hui en provenance des terres territoriales des peuples autochtones des traités 6 et 7 de l'Alberta et de la nation Métis de l'Alberta, région 3. Je vous encourage tous à prendre un moment pour reconnaître la terre sur laquelle vous vous trouvez et les peuples autochtones, y compris les Métis, les Inuits et d'autres ancêtres qui ont vécu sur cette terre et l'ont honorée pendant des siècles. En reconnaissant cette histoire, nous mettons en lumière la façon dont notre pays a été colonisé et dans un esprit de réconciliation, nous nous engageons à remédier aux injustices du passé, ainsi qu'au racisme et à l'oppression systémique qui perdure à l'encontre des peuples autochtones de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord. La CBS-SCB est un forum interdisciplinaire interprofessionnel qui permet de discuter de sujets liés à la bioéthique au Canada. Je m'appelle Victoria Salazar, je suis responsable des adhésions au conseil d'administration de la CSB. Je fais partie du sous-comité qui organise cette série de conversations. La CSB a lancé la série Conversations ce printemps afin de continuer à offrir les occasions de stimuler le dialogue tout au long de l'année, pas seulement lors de notre congrès annuel, et d'engager des membres ou des personnes qui ne sont pas encore membres de diverses disciplines, de divers milieux pour enrichir nos conversations. Nous avons prévu 2 épisodes pour l'automne, dont le second pendant la Semaine nationale de l'éthique de la santé, la bioéthique. Gardez un œil sur notre site web ou nos comptes de médias sociaux pour plus d'informations. C'est la première fois que vous entendez parler de la SCB et que vous continuez à participer à des conversations de ce genre, allez sur notre site web. Si vous nous rejoignez cette semaine, vous pourrez assister à notre réunion annuelle qui aura lieu la semaine prochaine. Rappel pour tous les membres. Vous pouvez adhérer en tant que membre individuel ou membre organisationnel et le soutien de tous nos membres nous permet de continuer à exister en tant qu'organisme de bienfaisance enregistré, société sans but lucratif. Dans le cadre de cette série, nous tenons à remercier nos organisations de soutien pour leur soutien continu. L'organisation de soutien que nous allons mettre en avant au début de cette séance aujourd'hui, c'est la Nova Scotia Health Ethics Network. Je cède donc la parole à Marika Warren qui va nous parler de cette organisation. Merci, Victoria. Je suis Marika Warren. Je travaille à Enchain et diapositive suivante. Enchain est une collaboration entre Dalhousie, Health Center, centre de santé des femmes et des enfants pour la région atlantique, le ministère de la Santé et du Bien-être et Santé Nouvelle-Écosse. L'idée et que nous aurons une collaboration qui permettra donc un partage de ressources et nous allons partager donc nos défis, nos solutions aussi et nous assurer que tous les intervenants parlent donc de la même chose. Nous avons donc
un éthiciste, c'est moi-même, donc nous avons un réseau et Regina qui s'occupe des opérations, nous soutient d'autres membres aussi de l'équipe de collaboration dans le département de bioéthique de Dalhousie. Nous sommes ravis d'être commanditaires à long terme de la société. Diapositive suivante. Ce que nous faisons, eh bien, comme je le disais, les ressources en Nouvelle-Écosse sont limitées. Et donc, nous essayons d'appuyer le système de soins de santé pour garantir de répondre aux besoins d'éthique. Nous voulons développer la capacité, la compétence face à diverses questions d'éthique. Nos fonctions sont donc consultation d'éthique clinique en termes de formation, de fourniture, consultation d'éthique organisationnelle, développement politique, éducation et éthique. Avant la pandémie, nous avions surtout une fonction de formation pour renforcer les capacités. Et alors que les demandes donc ont évolué pendant la pandémie, nous sommes passés à davantage de fourniture de services et nous espérons revenir à une fonction de consultation, alors que, je le dis avec optimisme, j'espère que nous sortons de la phase critique de la pandémie. Alors que nous faisons donc ce travail et nous essayons de développer cela avec des ressources qui sont en adéquation avec les besoins que nous identifions, que nos partenaires identifient. Nous avons mis beaucoup d'accent sur le développement de ressources qui sont disponibles sur notre site web. Vous les trouverez via notre site web qui est dans le clavardage. Vous le trouverez avec une simple recherche Google. Tout cela est à la disposition de n'importe qui peut vouloir les utiliser. Vous connaissez peut-être ces ressources, on vous a peut-être même demandé de participer à leur création. Nous avons une série de vidéos, de conversations de point de feu sur les questions clés. Nous avons un balado très récent, c'est une expérience qui vise à transformer ces ressources vidéo en ressources audio. On se rend compte que les gens ont peut-être un peu plus de temps pour les balados que pour les vidéos. Nous avons une présence sur Twitter et Facebook. Nous avons organisé notre congrès annuel en ligne ces dernières années, même avant la pandémie. Et puis, nous avons plusieurs autres ressources, une base de ressources avec des études de cas, nous avons un club de lecture, des ressources scientifiques, des outils, des cadres pour le développement et l'examen de la politique, et bien d'autres choses encore. Donc, en fait, voici une invitation à vous tous. Nous aimons produire des ressources, mais nous aimons bien sûr mettre en exergue les voix d'autrui. Donc, si vous souhaitez participer, et c'est l'une des choses que la COVID nous a permis de faire, c'est de promouvoir les enregistrements dans une certaine mesure. Donc, je vous invite vraiment ici à participer à toutes ces ressources. Il y a vraiment toutes les chances que je vous envoie une demande de participation. Mais si vous avez vous-même donc des idées de collaboration, nous serions plus que ravis de partager votre expertise de manière plus élargie. Donc, un grand merci à la SCB qui nous permet de promouvoir nos travaux et j'ai hâte de cette conversation. Donc, je vous rends la parole, Victoria. Un grand merci, Marika, au nom de la SCB pour tout votre soutien au fil des années et vos contributions à la bibliothèque du Canada. C'est maintenant le très grand plaisir de vous présenter l'animateur de la séance aujourd'hui pour donc le sujet d'aujourd'hui. Est un chercheur internationalement reconnu en bioéthique avec plusieurs contributions majeures au développement de la neuroéthique et de l'éthique pragmatique. Il est l'auteur de plus de 200 articles revus par les pairs et de plusieurs livres dont Pragmatic Neuroethics, Improving Treatment and Understanding of the Mind-Brain, publié chez MIT Press. Inspiré par le pragmatisme philosophique, sa recherche met à l'avant-plan l'expérience vécue de situations éthiques problématiques par des patients et parties prenantes clés et cherche à les résoudre en collaboration via des processus délibératifs informés. Parmi ses nombreuses fonctions, il est directeur
de l'unité de recherche en éthique pragmatique de la santé à l'Institut de recherche clinique de Montréal. So Eric, I will turn it over to you. Eric, je vous donne la parole. Mille Merci, Victoria. Aujourd'hui, ça me fait vraiment un grand plaisir d'agir comme modérateur pour cette deuxième conversation sur la bioéthique canadienne. Je trouve que personnellement, ce type d'initiative est tout à fait souhaitable, bienvenue. Je pense que la discussion et les échanges sont une partie intégrante de l'éthique et donc je tiens vraiment à féliciter et remercier nos organisateurs qui nous permettent d'être ensemble et de participer à cet événement. Donc aujourd'hui, nous abordons la thématique de l'aide médicale à mourir dans le contexte de la santé mentale, une possibilité qui a amené beaucoup de questions, de réflexions, des inquiétudes et aussi des soulagements. Donc, des avis, comme vous pouvez l'imaginer, qui contrastent. Donc, avant d'introduire nos deux présentatrices aujourd'hui, je vais donner un peu de contexte et que vous connaissez sans doute, mais juste pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, en 2016, on a eu l'adoption de la loi C-14 qui a rendu légale et possible l'aide médicale à mourir au Canada. Par contre, en 2021, le projet de loi C-7 est venu modifier l'aide médicale à mourir et a permis d'étendre l'admissibilité à l'aide médicale à mourir aux personnes ayant des problèmes de santé graves et irrémédiables, mais dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. Donc, c'est venu ajouter des possibilités, si on veut dire, au niveau de l'aide médicale à mourir. Mais suite à l'adoption de cette loi-là, il y a eu une exclusion d'application pour les personnes dont la maladie mentale est le seul problème médical invoqué, jusqu'au 17 mars 2023, en fait. Donc, un sursis de 2 ans. Et dans ce contexte, on a demandé au ministre de la Santé et au ministre de la Justice de consulter des experts, d'avoir l'avis d'experts sur notamment les protocoles, les lignes directrices et les mesures de protection recommandées pour l'aide médicale à mourir de personnes atteintes de maladies mentales. Et je cite en quelque sorte cette recommandation. Au mois de mai dernier, donc très récemment, le groupe d'experts qui est présidé par Dr. Mona Gupta, qu'on a le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui, a déposé son rapport tout récemment. Donc, ça fait partie du contexte de la discussion aujourd'hui. Évidemment, ces développements soulèvent beaucoup de questions sur lesquelles je suis certain que beaucoup d'entre vous avez réfléchi, vous êtes probablement impliqués, beaucoup d'entre vous aussi, dans l'aide médicale à mourir. Et beaucoup de membres de mon équipe aussi travaillent sur cette question. Donc, aujourd'hui, on est très, comment je pourrais dire en anglais, grateful, reconnaissant d'avoir deux grandes expertes internationales avec nous pour nous permettre d'avoir une conversation ouverte et intéressante sur ce contexte-là. Donc, juste avant d'introduire notre première conférencière, je vais tout simplement souligner that I will be able to translate questions, those written in the Q&A. Sachez que je pourrai donc répondre à les questions qui sont dans la boîte de clavardage. We have a total of 90 Nous avons minutes. un total de 90 minutes pour l'événement, mais j'essaierai de conclure quelques minutes à l'avance pour vous donner un instant de transition si vous avez d'autres réunions par la suite. Il y aura un petit questionnaire qui vous sera fourni par la suite, qui permettra aux organisateurs donc de profiter de vos commentaires. Les présentations dureront environ chacune 15 minutes et ensuite nous passerons à la discussion pour une conversation ouverte. Ce faisant, je tâcherai de faire de mon mieux pour présenter vos questions. N'hésitez pas à me corriger
Si je vous ai mal interprété, je vais peut-être compiler ou résumer plusieurs questions en une afin d'utiliser notre temps ensemble de manière aussi efficiente que possible. Donc, notre première présentatrice, Dr. Mona Gupta. Dr. Mona Gupta is a psychiatrist and researcher. Elle est psychiatriste et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, c'est CHUM, et professeur clinique associé au département de psychiatrie et addictologie à l'Université de Montréal. Le thème de son activité universitaire met l'accent sur l'interface si intéressante de l'éthique et l'épistémologie en psychiatrie. Elle s'intéresse spécifiquement aux normes de preuve et conception de l'erreur en psychiatrie, de l'évaluation de la souffrance dans le contexte de l'aide médicale à mourir et à la moricité pour les personnes ayant des troubles mentaux. Aujourd'hui, elle essaiera d'explorer les désententes entre l'incurabilité des troubles mentaux qui sont si importants pour la conversation d'aujourd'hui parce que c'est vraiment au cœur de la question de la personnalité, donc de l'AMM pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Un grand merci, Dr. Gupta. Nous sommes tout oui et nous avons hâte de vous entendre. Je vais juste procéder à la partage de mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On la voit, mais avec les diapos sur le côté. Parfait. Est-ce que c'est bien maintenant? OK. Alors, encore une fois, merci beaucoup et aux organisateurs pour l'invitation de participer à ce panel-là et à mes deux collègues, Dr. Racine ainsi que Catherine Lowenstein, qui se joignent à moi pour la discussion. J'ai été impliquée dans la rédaction de 3 rapports sur ce sujet et c'est sur la base de cette implication que j'ai eu l'opportunité de témoigner à différents comités parlementaires sur la question de l'aide médicale à mourir pour des personnes atteintes des troubles mentaux, souvent comme seul problème médical invoqué, mais pas tout le temps. Et juste pour un mot, dorénavant, je vais dire TMS-PMI parce que c'est plus succinct. Et donc, je suis le débat politique de près depuis quelques années et ma présentation aujourd'hui est basée sur une de mes observations dans ce débat qui concerne la place qu'on accorde l'éthique dans le débat public sur l'admissibilité pour des personnes atteintes des troubles mentaux. Dr. Racine a mentionné que j'ai présidé le groupe d'experts créé par le gouvernement fédéral, mais aujourd'hui, je parle à mon propre nom. Alors, cette citation vient d'un document de réflexion publié par l'Association des médecins psychiatres du Québec, dont j'étais co-auteur, document qui est sorti en décembre 2020. Puis, je lis la citation pour le bénéfice des traducteurs. Cependant, permettre ou non l'AMM TMS-PMI ne relève pas d'une question empirique, mais plutôt de l'éthique. La recherche empirique peut aider à soutenir certains arguments éthiques, mais ne peut remplacer les délibérations morales nécessaires. Le débat autour de l'AMM en fin de vie illustre bien ce point. Même avec des vastes connaissances empiriques sur l'incurabilité et le déclin lié au type de maladie qui motive les requêtes d'AMM en fin de vie, stades terminaux des cancers dans la majorité des cas, le débat fondamental concernant l'aspect éthique de l'AMM reste entier. Et dans toute honnêteté, quand on a rédigé cette partie du rapport, on ne pensait pas qu'on disait quelque chose si controversé que ça. Mais voici la réaction qu'on a eue à cette notion dans l'espace public. C'était dit dans les presses, c'était dit devant les parlementaires en comité. Et c'est un bel exemple de ce que les politiciens nous disent maintenant est un manque de consensus dans la communauté professionnelle. Après tout, l'interlocuteur ici et nous, les gens qui ont rédigé le rapport, sont fermés dans la même discipline. Comment est-ce possible qu'il y a un écart si large dans notre compréhension des choses, surtout sur la place d'éthique dans ce débat-là? Alors, dans cette présentation, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe.
Dans le reste de la présentation, je vais essayer de faire l'argument qu'une source de désaccord important dans le débat concernant la permissibilité de l'AMM pour des personnes atteintes des troubles mentaux concerne la nature des évaluations d'admissibilité. Certaines croient que ces évaluations devraient être sans valeur éthique. Moi, je soutiens qu'elles sont inévitablement chargées de valeur. Je vais vous présenter 2 exemples provenant du débat sur la question de l'incurabilité des troubles mentaux et je vais me terminer avec mes conclusions et une implication pour ce débat. Avant Carter et les lois canadiennes et québécoises, je prends pour acquis qu'il y avait au moins une question fondamentale et éthique en jeu. C'était à niveau sociétal. Quelque chose comme « devrait-on aider des personnes à mourir » Au Canada, ça serait plus juste à dire « devrait-on permettre les personnes d'obtenir l'aide à mourir d'une clinicienne » mais je garde la première formulation parce que c'est plus succinct. Une fois on avait décidé ça en tant que société, on a passé à une deuxième question éthique plutôt à niveau individuel. Devrais-je aider des personnes à mourir? Et là, on a introduit le fameux objection de conscience. Mais cette deuxième question est très importante pour la présentation et pour nos buts aujourd'hui parce que ça reconnaît qu'il y a un jugement éthique supplémentaire qui se passe au-delà d'établir la permissibilité éthique de l'aide à mourir. Il y a aussi une troisième question qui survient chaque fois un évaluateur doit évaluer une demande d'AMM. Et cette question est « devrais-je aider cette personne à mourir ?» Donc, on met l'emphase sur la personne et pas le clinicien. Dans un article sur l'éthique de l'évaluation des demandes d'AMM publié l'année passée, Samuel Blouin et moi, on a argumenté que cette question est simplement une version spécifique de cette même question qui opère dans l'arrière-plan de n'importe quelle décision clinique. Est-ce que c'est juste d'intervenir avec ce patient en ce moment? Pour la plupart des actes cliniques, faire ce jugement éthique est facilité par le consentement éclairé, par le cadre réglementaire qui détermine quelles interventions sont permises et approuvées, et par le devoir déontologique des cliniciens envers leurs patients. C'est-à-dire, si un patient a un problème médical qui exige une certaine intervention, l'intervention est disponible également pour cette utilisation, le clinicien croit que c'est indiqué cliniquement et est habilité à l'offrir et la personne donne un consentement éclairé à le recevoir. Dans la plupart des cas, cette question éthique est répondue. En fait, cet raisonnement est tellement implicite dans nos pratiques habituelles que c'est peut-être même pas clair ou évident qu'il y a un jugement éthique en jeu, mais elle est quand même là. Avec l'AMM, ce qui est différent, c'est que l'indication clinique est exactement ce qui est en jeu, exactement qui n'est pas entièrement déterminé ou décidé dans notre société aujourd'hui. Voici où on trouve le désaccord par rapport à la permissibilité d'AMM pour des personnes atteintes des troubles mentaux, surtout par rapport au critère d'admissibilité sur l'incurabilité des troubles mentaux. Il y en a qui croient qu'une fois nous avons décidé que c'est permissible éthiquement, c'est-à-dire la réponse à la première question, les paramètres d'admissibilité peuvent être établis factuellement. Donc, pour eux, la troisième question ne devrait pas exister parce que chaque cas est tout simplement une application des règles généraux et factuelles. De faire autrement est subjectif, arbitraire et même idéologique. Versus ceux, dont moi, qui croient que les faits ne peuvent pas couvrir toutes sortes de cas où on veut permettre, où on veut exclure les gens. Donc, des considérations normatives, voire éthiques, doivent inévitablement entrer en jeu. Alors, je donne juste un exemple rapide. Quelqu'un qui remplit tous les critères, façon pas ambiguë, c'est assez clair, quelqu'un en fin de vie, peut-être avec un cancer, stade terminal, mais son motif de vouloir l'AMM est parce qu'il sait que ça va blesser une proche, parce que le proche est profondément contre ou pour autre raison, que ça va être une blessure importante et c'est ça sa raison. Il veut chercher une certaine vengeance sur cette personne. Est-ce que des considérations normatives vont entrer en jeu pour l'évaluateur individuel? Moi, je soutiens que oui. Alors, 2 exemples provenant du débat.
Ce premier exemple donne l'idée que les évaluations d'admissibilité devraient se faire sans valeur éthique. Alors, c'est un extrait d'un témoignage donné devant le comité parlementaire mixte qui travaille toujours. L'interlocuteur dit « Je n'aborde pas la question avec une idéologie particulière. Si ce n'est que je préconise une démarche qui s'appuie sur des données probantes. La loi ne dit pas que les problèmes de santé graves et irréversibles doivent faire l'objet d'une décision d'ordre éthique. Ce doit être une décision scientifique. À ce sujet, il ne fait aucun doute qu'il est impossible de faire des prédictions lorsqu'il s'agit de maladies mentales. » Alors, d'abord, je trouve l'introduction intéressante dans le sens où ils mettent en contraste les données probantes avec l'idéologie. Et juste comme une note un peu à côté, l'autre chose qui est intéressante dans cette affirmation, c'est si c'est vrai que c'est impossible de faire ce genre de prédiction, en fait, il n'y a pas une nécessité d'avoir une disposition d'exclusion dans la loi parce que c'est déjà impossible. Ça veut dire que ces personnes ne seront pas admissibles dans tous les cas. Le fait qu'il y a un débat par rapport à l'admissibilité ou plus spécifiquement l'incurabilité des troubles mentaux me dit que ce n'est pas une expression de fait simple. Au contraire, les gens peuvent différer dans leur définition d'incurabilité ou son interprétation dans un contexte de l'aide médicale à mourir. Et juste très brièvement, il y en a qui peuvent soutenir que l'incurabilité ou irréversibilité, qui est le deuxième sous-critère d'une maladie grave et irrémédiable, doivent être prédits avec une certitude de 100%. Ça, c'est une interprétation tout à fait valide. Une autre interprétation peut être quelque chose avec une certitude de moins de 100%. Ça, c'est une autre interprétation qui est possible. Mais une fois on est dans un territoire d'une certitude de moins de 100%, il faut demander la question, mais combien de certitude est assez? Avant, on dit qu'un problème médical est incurable. Et si on essaie de répondre à cette question dans une façon non arbitraire, les valeurs professionnelles, individuelles et sociétales seront impliquées. Voici un extrait, c'est mon deuxième exemple, c'est un extrait qui est très souvent cité en fait dans le débat public et vous allez sûrement reconnaître la partie qui est en gras. Je lis. Le caractère irrémédiable d'une maladie est établi au terme d'un processus objectif tenant compte des meilleures données médicales disponibles. Pour l'instant, il n'existe pas de critères bien définis pour déterminer qu'une maladie mentale doit être considérée comme étant irrémédiable et à quel moment elle doit l'être. Il est, pour l'instant, difficile de définir ces critères parce que les données en matière de santé mentale ne permettant pas de prédire comment la maladie évoluera chez une personne et donc de décréter si elle est irrémédiable ou non. Ainsi, chaque évaluateur pourrait avoir sa propre interprétation de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir avec pour résultat que tout diagnostic établissant le caractère irrémédiable de la maladie mentale d'une personne serait essentiellement subjectif et arbitraire. Ce qui est intéressant dans ce document, parce que c'est souvent la partie en gras qui est citée, mais si on suit le reste du document, le groupe continue à dire que le gouvernement du Canada doit établir un groupe d'experts qui va créer des critères d'irrémédiabilité basés sur le consensus. Autrement dit, ce groupe va créer des critères même si les données probantes sont limitées. Donc, si les données sont limitées, de quoi ils vont servir pour bâtir ce consensus-là? En le proposant, il reconnaît que ce processus n'est pas nécessairement subjectif, auquel il argumente contre, parce que les critères ne seront pas basés sur les préférences d'une personne ou un membre du groupe. Et il reconnaît également que ces critères bâtis sur un consensus ne seront pas arbitraires parce qu'ils peuvent être défendus sur une base rationnelle. Dans ces deux exemples, des valeurs éthiques jouent un rôle en établissant les paramètres cliniques pour répondre à la première question, devrait-on aider des personnes à mourir? Mais parce que ces paramètres ne peuvent pas être purement factuels, dans l'application, c'est-à-dire la troisième question, nous avons besoin encore de poser
un jugement éthique. Alors, je conclus. Les évaluations d'admissibilité d'AMM ne peuvent pas être sans valeur. Les valeurs éthiques sont inévitablement impliquées dans les évaluations, mais ça ne veut pas dire que les évaluations sont subjectives ou arbitraires. Le choix de valeurs à chaque niveau de questionnement, premier, deuxième et troisième niveau, peuvent aussi être soumis aux délibérations rationnelles. Et l'implication, je pense, pour le débat actuel, c'est comment accorder la place pour cette délibération morale dans le débat public quand il y a autant de pression de concevoir les paramètres cliniques comme étant purement factuels. Et je remarque ça avec un peu de découragement qu'il semble que la seule manière qu'on a pour régler ce genre de débat, c'est le recours à notre système légal. Et on rappelle que dans le débat, les gens disaient souvent « Ah, ben, il faut référer le cas de Trouchon-Gladieux au Cour suprême. » C'est comme on n'est pas capable comme société de tenir le débat nous-mêmes. Il faut donner ça aux juges pour finalement régler la discussion. Alors, je soumets cette réflexion à l'auditoire pour la discussion après. Et avec ça, je vous remercie de votre écoute et je cède la parole au modérateur, Dr. Racine. Dr. Racine, vous êtes sur mute. Merci beaucoup, Dr. Gupta. Thank you for the wonderful presentation that sets Merci de cette belle présentation. Nous avons maintenant une deuxième conférencière, Kathleen Lowenstein. J'aimerais dire quelques mots à son sujet. Kathleen est étudiante au doctorat à l'Université de l'État du Michigan, dont les recherches portent sur l'éthique de la santé et de la maladie mentale, avec un intérêt particulier pour l'expérience vécue des phénomènes des voix, communément comprise comme une psychose. Elle est particulièrement intéressée par l'intégration de perspectives critiques dans la conceptualisation des réponses éthiques à la folie et à la détresse. Aujourd'hui, elle va nous parler de ces perspectives critiques de la santé mentale, en particulier de cette discipline émergente des études de la folie et le lien à faire avec l'aide médicale à mourir dans les cas psychiatriques. Je crois qu'elle va nous interroger de manière critique sur ce que ça signifie que le respect de l'autonomie dans les cas de suicide assisté par un médecin en cas de maladie psychiatrique. Kathleen, à vous. Merci beaucoup, Eric. Je vais mettre mes planches à l'écran. Comme Eric vous l'a dit, je suis en train de poursuivre un doctorat en philosophie à l'Université d'État du Michigan, notamment ce qui a trait de la réponse déontologique à la détresse mentale. Je suis très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui. Mon exposé va porter sur la déontologie en matière d'aide médicale à mourir dans l'espoir d'avoir une conversation pour ce qui est de mettre fin à la vie de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Voici un bref aperçu de mon exposé. Je vais vous donner un bref survol de la littérature en matière d'AMM et de troubles de santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire les études de la folie et aussi quelques interventions du point de vue des perspectives de la santé mentale. Et pour vous dire que je vais aussi vous parler de certaines lacunes en matière de l'AMM pour ce qui est de la maladie mentale et que sont les études de la folie, comment peut-on en traiter du point de vue de la bioéthique et quelles sont les interventions, encore une fois, pour cette discussion sur l'AMM en général. Alors, l'AMM est un sujet d'intérêt pour la littérature en matière de bioéthique. Nous pouvons bien sûr tirer des enseignements de cette littérature existante. À l'heure actuelle, il faut faire place à le suicide assisté. Nous
parlons d'un sujet donc qui est d'actualité, qui fait l'objet d'un débat animé. Eh bien, il y a tout un argumentaire pour ce qui est d'octroyer l'AMM à des personnes dont le diagnostic a des problèmes de santé mentale graves, comme quoi c'est non pas déontologique ou éthique, parce qu'il n'y a pas les mesures de sauvegarde voulues. Et de même, il y a aussi des préoccupations comme quoi les personnes qui demandent l'AMM parce qu'elles sont atteintes de conditions psychiatriques n'ont peut-être pas répondu à la, à la norme en matière de soins de la santé, comme quoi on n'en offre pas les soins habituels et certainement pas la possibilité de suivre des traitements autres pour ce qui est de réduire le stress, qui est très souvent la cause de la psychose. Alors, l'argumentaire qui est fait peut être déontologique et c'est là-dessus que je vais m'interroger aujourd'hui. Bien sûr, certains ne sont pas d'accord avec ce qui est avancé pour le pas, mais ces perspectives n'ont pas vraiment traité de l'autonomie des personnes intéressées. Très souvent, l'argument en matière d'autonomie avance que le respect de l'autonomie dans le cas de la maladie mentale, c'est respecter la capacité de la personne de prendre des décisions en matière de ses soins propres. Alors, l'argument typique, eh bien, c'est dans quelle mesure peut-on demander l'AM si on n'est pas capable de prendre ces décisions? On semble penser que la maladie est intractable. On pourra certainement y revenir pendant la période de questions-réponses, mais l'argumentaire comme quoi il faut respecter la personne, eh bien, comprend respecter sa capacité en matière d'autonomie en termes généraux. Et moi, je vais poser la question à savoir si cela est vrai ou non. De façon générale, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a lieu de s'interroger sur cette position, comme quoi la capacité en matière d'autonomie, eh bien, ne peut pas entrer en compte pour ce qui est de la détresse mentale. Alors, quelles sont les études de la folie? Eh bien, voilà, c'est une discipline émergente qui dit ce qu'il en est de l'identité de la maladie mentale et on dit bien qu'il s'agit d'une différence par opposition d'une pathologie. Alors, on pourrait dire que le bon exemple de ça, c'est le réseau du phénomène des voix. Alors, euh, ça reprend un peu l'argumentaire avancé par ceux qui revendiquent les droits LGBTQ, à savoir pourquoi pourrait-on pas voir les choses autrement, comme quoi ce n'est pas une pathologie, mais une différence. Les études de la folie, c'est en fait un mouvement similaire au mouvement des personnes LGBTQ. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un héritage en la matière, surtout au Canada. Mais les études de la folie, eh bien, c'est pour bâtir à même le militantisme de ces personnes qui essaient de revendiquer les droits qui ont des troubles de santé mentale. Alors voilà qui m'emballe parce que on a vu qu'il y a des études sur les capacités de façon générale, mais l'émergence des études de la folie et le fait que l'on en débatte maintenant, eh bien, mérite qu'on y accorde l'attention voulue. C'est pas la même chose que la psychiatrie, c'est tout simplement que les personnes ont des différences et comment peut-on partager ces expériences? Alors, pourquoi ne pas avoir des études de la folie? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a le point de vue comme quoi cela fait partie de l'identité de la personne. Et voilà qui est important. C'est une caractéristique clé pour mieux comprendre la maladie mentale. Et c'est aussi faire place à la reconnaissance de l'expérience. Alors, et c'est quand on dit qu'une personne souffre de troubles mentaux, par exemple, ceux qui vivent le phénomène des voix. Ce qui est intéressant, bon, la bioéthique, le- les origines de la bioéthique comportent une histoire selon laquelle on essaie de défendre les droits des groupes marginalisés. Alors,
Nous voyons maintenant que les termes vulnérables peuvent avoir ou donner lieu à des discussions qui stagnent par opposition à évoluer. Ainsi, quand on parle des personnes et si elles sont vulnérables et le diagnostic, cela a une incidence sur les personnes, mais faut-il que ce soit à l'exclusion d'autres facteurs? Alors, nous voyons qu'il y a reconnaissance de vulnérabilité, mais ce faisant, trop souvent, on s'attarde qu'à la vulnérabilité par opposition à traiter des causes sous-tendues dans la vulnérabilité. On peut donc dire qu'il devrait y avoir différentes catégories afin de mieux comprendre la détresse mentale, surtout dans les cas de maladies mentales graves. Alors, en matière de bioéthique et alors que l'on réfléchit à ces enjeux déontologiques, eh bien, il y a des facteurs structurels dont il faut tenir compte. Si on en traite, trop souvent, c'est en termes de stigmatisation où on met l'accent sur la personne, mais ne fait pas place à la négociation individuelle, à savoir comment on réagit à la détresse mentale. Alors, ce que l'on voit, c'est une absence de vision entre la stigmatisation et la capacité, l'autonomie, ainsi qu'on perd de vue l'identité de la personne. Et cela est important parce que pour ce qui est de la maladie mentale grave, eh bien, il y a un lien direct avec le diagnostic. Par exemple, l'étiquette de la schizophrénie. On parle d'une identité toxique des schizophrènes parce que leur comportement ne cadre pas la société. Eh bien, voilà qui est vrai aussi pour le phénomène des voix. Alors, c'est nier l'identité de ces gens. Alors, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Quand on parle de conceptualisation éthique, eh bien, il faut une approche qui s'éloigne des suppositions. Il faut se pencher sur les structures institutionnelles qui perpétuent une certaine compartimentalisation des choses. Alors, comment placer tout cela dans le cadre de l'aide à mourir? Eh bien, nous croyons que d'intégrer la perspective des troubles de santé mentale, eh bien, il faut centrer le tout sur la personne. Et il faut aussi envisager des concepts tels que la capacité, l'autonomie, comment asseoir l'éthique en matière d'aide à mourir. Pourquoi l'aide à mourir en particulier? Eh bien, c'est une considération importante parce qu'il s'agit d'autonomie. Il y a eu des critiques quant aux études des personnes ayant une incapacité, mais il ne semble pas y avoir une critique pour ce qui est de l'aide à mourir dans le cas de détresse mentale. De plus, pour l'AMM, dans le cas de maladies psychiatriques, explore les tensions que l'on voit dans la déontologie psychiatrique, c'est-à-dire le consentement éclairé, ainsi que de différents enjeux liés à la santé mentale de façon générale. Alors, on peut avancer l'argumentaire que d'avoir différentes catégories façonne notre réponse aux personnes en détresse mentale. Pour revenir donc à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire comment respecter la capacité de la personne, comment respecter son autonomie, eh bien, on voit que le cadre est trop restrictif, surtout parce qu'on ne s'est pas souvent interrogé sur les facteurs qui influent sur l'autonomie, surtout pour ceux qui souffrent de maladies mentales intraitables. Alors, cela peut donner lieu à un paradoxe. Si les considérations d'autonomie doivent comprendre une certaine sensibilisation à la capacité de décider pour soi-même et la volonté de demander l'AMM, eh bien, et je dois dire que on peut faire place à la discussion. Il doit y avoir lieu des études en la matière. Il y a lieu de s'interroger sur ce que c'est l'identité comme telle. Alors,
alors que je réfléchissais à mon exposé, je me suis dit que je voulais vous entretenir d'une étude en particulier, une étude de cas, et c'est une étude de cas qui est parue en 2020 et je pourrais vous donner la référence si vous voulez consulter, mais c'est un patient avec des antécédents psychiatriques bien établis et qui avait certaines idées intrusives. Il disait que cela était tel qu'il était en détresse. Il a donc fait une demande dans MM et ça a été approuvé dans un premier temps. Mais après un deuxième regard, ces idées intrusives, eh bien, c'était de l'OCD, non pas une psychose. Alors, les auteurs de cette étude de cas ont identifié, dis-je, deux choses. Premièrement, que c'est là un argument contre la M, parce que dans ce cas-ci, on a l'exemple d'une personne à qui on n'aurait pas dû autoriser, pour qui on n'aurait pas dû autoriser l'AMM, mais c'est aussi un bon exemple des mesures de sauvegarde qui sont en place pour éviter pareil cas. Mais il y a un troisième argument dessus et il s'agit de l'analyse qui est informée par la critique. Cela révèle des tensions dans le cadre de l'aide à mourir, en particulier des préoccupations liées à des suppositions qui peuvent avoir un effet néfaste. Une personne pour qui on avait autorisé l'AMM, mais lorsqu'on a changé son diagnostic, comme quoi peut-être qu'on pouvait rétablir sa santé, eh bien là, du coup, on lui a refusé l'aide à mourir. Alors, voilà qui est préoccupant, comme quoi il y a des jugements de valeur en matière d'aide à mourir et que si cela n'est pas articulé correctement, il pourrait y avoir des gens qui sont marginalisés davantage ou qui se retrouvent dans une plus grande détresse mentale. Alors, ce que je note, c'est que cette étude de cas, il y a ce concept nuancé de ce que c'est l'autonomie. Et il faut mettre ces demandes en fonction du statut de vulnérabilité de la personne pour éviter la marginalisation. Parce qu'il y a des gens qui ont été atteints de troubles mentaux, eh bien, vous diront que leur expérience est liée à leur capacité de se rétablir de traumatisme. Comme Peter Campbell le dit, alors qu'il travaillait avec des schizophrènes en Angleterre, eh bien, l'idée de souffrir d'une maladie qui est non traitable, qui est irrémédiable, eh bien, coupe tout espoir aux gens. Le modèle médical qui nous rassurait dans un premier temps est de plus en plus insatisfaisant et n'a pas la capacité voulue pour faire une différence, pour donner espoir. Alors, il faut, je pense, qu'il en dit long sur le système de soins et j'estime qu'il y a lieu de prendre tout cela au sérieux dans nos discussions propres à l'AMM. Donc, je reviens à mon argument que respecter la capacité de l'individu, c'est respecter l'autonomie. Bien voilà qui est absent à bien des égards. Cet argument ne s'interroge pas sur les facteurs qui influent sur l'autonomie, particulièrement le statut vulnérable des personnes identifiées. Comme je l'ai dit, il nous faut une notion, un concept plus nuancé de ce que c'est l'autonomie. Pour être clair, qu'est-ce que c'est l'autonomie en regard de l'AMM? Eh bien, voilà, un excellent exemple de tension que l'on voit, eh bien, l'autonomie, c'est respecter les droits de la personne, mais sans pour autant s'interroger sur des facteurs structurels qui pourraient engendrer le désespoir. Cet argument ne s'interroge pas non plus sur ces facteurs qui influent sur l'autonomie, surtout pour ce qui est du statut vulnérable des personnes qui souffrent de détresse mentale. Et l'autonomie, sans ces considérations structurelles, eh bien, pourrait marginaliser davantage les personnes. Et voilà qui met fin à mon exposé et je vais mettre fin aussi au partage des planches. Voilà, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Kathleen.
C'est un argumentaire très important et vous verrez dans un instant que cela a généré de nombreuses questions déjà. Alors, et j'y arriverai dans un instant à ces questions, mais je me demandais si vous avez des réactions Mona et vous-même aux exposés de l'une et de l'autre. On veut vous donner l'occasion d'échanger avant même de tenter de répondre aux nombreuses questions qui nous sont parvenues. Mona? Je suis en train de digérer tout ce que j'ai entendu là. Je crois que c'est une question en fait pour Kathleen. Je ne m'attends pas à ce qu'elle puisse y répondre immédiatement, mais peut-être alors que l'on a cette discussion comme clinicienne, je me dis comment opérationnaliser ce que vous dites. Ce que vous dites, ça me paraît le gros bon sens. Bon, qui suis-je pour me prononcer, mais enfin, je ne crois pas que les cliniciens voudraient aborder l'enjeu de manière catégorique. Alors, je me demande comment. Comment va-t-on opérationnaliser tout ce que vous dites? Voilà. Je ne m'attends pas à ce que vous puissiez répondre à cette question, mais enfin, voilà, je vous révèle le fond de ma pensée. Kathleen? Eh bien, un petit commentaire, si je puis. Une façon d'essayer de faire cela, ce serait peut-être être un peu plus conscient en matière de formation. Et ce que les personnes nous disent qui ont été diagnostiquées avec des troubles mentaux, bon, par exemple, la schizophrénie et d'autres psychoses, là, il semble y avoir un biais lié au diagnostic en particulier. Alors, on pense qu'il y a de la stigmatisation de la part des prodigueurs de soins à l'égard de ceux qui sont atteints de différentes psychoses et quels sont les symptômes de la psychose. Donc, une façon d'essayer de réagir à tout cela et d'intégrer ça aux différentes évaluations, c'est faire place à la personne davantage. Comme vous le dites, la plupart des prodigueurs de soins veulent venir en aide aux gens, bien sûr, et c'est ce qui était en jeu dans l'étude de cas que j'ai partagé avec vous. On essayait de réagir à la détresse de la personne, mais on tentait de la compartimenter dans une catégorie ou d'un diagnostic psychologique en particulier. Kathleen, avez-vous des questions ou des observations quant à l'exposé de Mona? Eh bien, sinon, vous aurez sans doute l'occasion en cours de webinaire. Alors, je crois qu'il y a une question qui est peut-être très vague, mais qui a du mérite de la part de Dean. Est-ce que la santé mentale, est-ce que ça fait partie de l'identité? Et si oui, comment perçoit-on la maladie mentale? Alors, c'est central à l'argumentaire présenté par notre deuxième conférencière. Il faut tirer au clair la relation entre la santé mentale, l'identité et les troubles de santé mentale, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous voulez essayer d'attaquer la question, parce que je crois que c'est en fait l'éléphant dans la pièce, n'est-ce pas? Qui veut tenter sa chance? Sinon, on pourra toujours y revenir, bien sûr. Mona, si vous me permettez, Eric, comme entrée en matière, j'aimerais dire, enfin, je pense que je voudrais dire, et ça, c'est à la lumière de mon expérience de clinicienne, dans ce secteur de la psychiatrie qui s'occupe de psychiatrie, de gens qui ont des conditions médicales. Quelqu'un qui vit avec un certain état médical pendant une longue période de temps, eh bien, je crois que ce qui se produit en partie,
du point de vue du développement psychologique. C'est comment cette condition, cet état de santé, eh bien, laisse son empreinte sur l'identité de soi. Je ne sais pas si c'est noir et blanc. Est-ce que la maladie mentale, est-ce que c'est une identité ou une maladie? Je pense qu'il y a peut-être place aux deux, surtout pour les cas chroniques. Et je ne parle pas de cas psychologiques ou psychiatriques, mais plutôt la personne que vous êtes et qui est affectée par une telle condition. Eh bien, ça fait partie ou ça s'inscrit dans votre identité. Voilà donc ma réaction spontanée. Eh bien, pour ajouter à cela, permettez-moi de dire, je crois que ça dépend de la personne. Dans quelle mesure cela fait partie de son identité. Ça peut être intégral à son identité ou ça peut être autre chose. Pour ces personnes qui ont une expérience à long terme de la maladie, eh bien, on peut dire, voilà, qui fait partie de l'identité de la personne parce que l'on a toujours vécu ainsi. Alors, une façon de réagir à ces exemples et à ces cas, c'est de penser au fait que la personne a besoin d'accommodement, sans plus. Et donc, il y a peut-être lieu de lui offrir ces accommodements. Il n'est pas nécessaire qu'elle mette fin à sa vie. Merci. Une autre question qui, je pense, préoccupe plus d'un. Est-il éthique d'offrir l'aide à mourir alors que l'on n'offre pas les soins de santé de base, notamment en matière de soins psychologiques? Voici la question. Quelles sont les ramifications éthiques d'offrir l'aide à mourir pour quelqu'un qui souffre de troubles mentaux alors que le traitement n'est pas assuré, par opposition à quelqu'un, un diagnostic de cancer où la plupart des options de soins seraient couvertes par le système de soins? Voilà. Mona, do you want to answer first? Mona, voulez-vous y aller bonne première? Ah ben, c'est moi qui étais bonne première, là. Je vous laisse la parole, Kathleen. Eh bien, voilà une de mes réserves, pourrais dire tout à fait franche avec vous. Comme je l'ai noté dans mon exposé, la personne qui pose la question s'interroge aussi. L'accès aux soins de santé mentale est difficile et il y aura des lignes directrices comme quoi telle ou telle personne devra répondre à tel ou tel critère. Donc, dans quelle mesure une personne doit-elle essayer différents plans de soins avant de faire la demande d'aide à mourir? Mais la personne est peut-être frustrée parce qu'elle n'obtient pas les soins dont elle a besoin et fait cette demande d'aide à mourir en raison de cela. Alors, c'est certainement ce qui me préoccupe si on rend la chose légale, par opposition à donner aux gens les ressources dont ils ont besoin pour se soigner. Nombreuses sont les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont du mal à obtenir des soins. C'est pour cette raison qu'ils vont demander l'aide à mourir. Et moi, je pense qu'il faut s'assurer que les personnes puissent obtenir les soins dont ils ont besoin avant même de faire pareille demande. Mais c'est certainement un argumentaire, l'accès aux services de soins. The only thing I would add to that is just to observe that I think the question brings together two different levels. I think it brings together kind of societal level and the individual level. So I think you can at the same time observe that and I actually don't think the question is specific to psychiatry or to mental disorders either. I think you can observe that at a societal level. There are many individuals and there are many conditions where the organization... Au niveau social, il y a de nombreuses conditions médicales où l'organisation des soins de santé saurait être améliorée. Et au niveau individuel aussi, il y a certaines personnes qui ont eu une trajectoire longue, très élargie des soins de santé et de la maladie. Donc, ces deux points ne sont pas forcément contradictoires. Et comme l'a dit Kathleen,
Si le choix éthique fait qu'il faudrait au moins permettre cela en principe pour des personnes qui ont eu une longue trajectoire de soins et de troubles, comment formaliser cela dans la loi ou dans les directives, comme quoi ces personnes-là sont dans le filet et doivent ne pas être considérées comme étant éligibles. Merci. Nous avons une autre question qui est presque une question de suivi, à savoir, c'est quelque chose que Mona a demandé, à savoir comment traduire cette demande de facteurs structurels en pratiques concrètes. La question étant justement de Alan Alvarez, qui est la suivante. Comment est-ce que les cliniciens devraient utiliser ou traduire les facteurs structurels pour soutenir quelqu'un qui vit une maladie mentale? Les cliniciens souhaitent intégrer cela, mais il n'est pas clair comment, en fait, donc il y a des contraintes de ressources qui ont tendance donc à éliminer les interventions complexes similaires comme l'éducation, les dégradations au niveau de système. Ça sera à moi de commencer. Oui, peut-être, oui. Oui, elle garde son micro éteint, donc c'est un peu à moi de commencer. Bon, vous savez, je me demande, là encore, si on est en train de confondre des problèmes de deux niveaux différents. Par leur nature, les interactions entre médecins et patients ne vont pas résoudre les problèmes structurels, mais vont plutôt adresser certains types de problèmes structurels. Alors, je pense qu'il faut demander ce qu'on peut faire sur les conséquences au niveau individuel. Et la réponse, c'est effectivement, c'est ce que nous faisons déjà en termes de soins avec les soins à notre disposition. Donc, utiliser toutes les ressources à notre disposition pour garantir que les gens aient ce qu'ils aiment de manière basique pour pouvoir, comme l'a décrit Kathleen, vivre bien, vivre de leur mieux, vivre avec un sens à leur vie. Mais les problèmes structurels doivent être traités en amont. Et je ne pense pas que cela se fera dans le quotidien des cliniciens, dans leur interaction quotidienne. Ce n'est pas à eux de traiter tout cela. Ce sont des problèmes sociétaux qu'il nous faut traiter via nos politiciens, etc., pour savoir quels sont les facteurs dont ont besoin les personnes pour bien vivre, comment avoir plus d'équité, et comment, comme le disait Victoria au début, peut-on essayer de combattre les niveaux d'oppression ou d'inéquité globale. Je suis d'accord avec Mona. Effectivement, il y a ces deux niveaux. Le niveau donc de l'accès aux soins et du montant de soins aussi, parce que parfois il y a donc des temps d'attente, par exemple, et on ne reçoit pas assez de soins. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être fait au niveau individuel aussi. Bien sûr, ce n'est pas aux cliniciens individuels de résoudre tous ces problèmes structurels, mais ça revient donc à ce que je disais tout à l'heure, la notion peut-être de formation au biais caché, et aussi donc, que les individus qui ont une expérience et une expertise ont un rôle à jouer aussi pour aider aux soins. Je pense effectivement d'avoir des conversations avec l'expérience des individus devrait être un aspect clé du traitement. Et je pense qu'il y a des façons d'avoir accès donc à cette expérience d'un individu au niveau du soin clinique, poser des questions plus générales par exemple, et trouver des solutions autres aux problèmes. Par exemple, un individu peut avoir différentes façons de gérer qui n'ont pas encore été explorées, tout en sachant qu'on a ces contraintes structurelles qui en sont par exemple donc le savoir
le temps qu'on a. Donc, il faut élargir la formation et l'expérience des gens, intégrer tout cela dans la pratique clinique, peut-être avoir des directives élargies qui tiennent compte de tout cela. Parce que la question est valable et c'est important c'est difficile d'intégrer toutes ces critiques, mais c'est important tout de même. Il faut chercher des façons de travailler au mieux dans le cadre des contraintes structurelles existantes. Merci. Nous avons aussi une question plus spécifiquement pour Kathleen. C'est peut-être Lucie Costa qui la pose, oui. Tout d'abord, merci de montrer l'importance des études folles comme domaine et comme contribution. Effectivement, je suis d'accord, cela a été vraiment un grand ajout. La question est la suivante, donc. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le besoin de considérer la subjectivité vulnérable d'un patient avant de considérer l'autonomie? Je me demande comment cela s'intègre dans toute la gamme d'expériences qui existent au sein d'eux et en dehors des services psychiatriques. Est-ce que nous devons toujours considérer la subjectivité vulnérable? Je ne suis pas sûre que j'ai compris cela. Vous dites qu'essentiellement, il faut toujours voir les patients comme étant vulnérables avant de considérer la capacité de l'individu à prendre une décision de manière autonome. Est-ce que vous pouvez réagir, commenter cette question? C'est une très bonne question et merci de participer à cette présentation. Merci de l'avoir posée. C'est très important de clarifier cela. Je ne dirais pas que le statut vulnérable et l'autonomie s'opposent. Ce n'est pas comme cela que vous avez posé la question, mais c'est parfois comme cela que la question est posée dans les discussions sur la vulnérabilité dans les études, par exemple, que j'ai mentionnées, où ces personnes-là sont considérées comme étant vulnérables et donc sans autonomie dans leurs soins. Mais en fait aussi dans les études sur la santé mentale critique et le handicap critique, quand on pense autonomie, il faut penser aux façons dont la bioéthique, de manière historique, a tendance à traiter les individus comme étant des agents autonomes. Et ces discussions sur l'autonomie ne tiennent peut-être pas forcément compte des critères structurels comme ils devraient le faire. On pense donc aux individus par rapport à un monde social, mais il y a ces contraintes. Et j'essaie de développer cela en explorant donc l'autonomie dans la maladie mentale, par exemple l'autonomie par rapport à ces débats que nous avons sur l'AMM. Et ce n'est pas donc pour négliger l'autonomie de ces personnes. Je pense que ces patients devraient avoir leur voix au chapitre concernant leur traitement et ces patients n'ont pas forcément donc une capacité empirique en raison de la maladie mentale. Mais parfois, on pense qu'une décision est une décision autonome, et je pense qu'il y avait dans la question précédente, alors que la décision, en fait, a été encouragée ou est due au manque de soins. Ce n'est pas pour autant qu'il faut imposer une certaine expérience aux individus, mais il est très important de tenir compte de cette vulnérabilité culturelle quand on a des conversations sur les souhaits de l'individu, notamment s'agissant des conversations sur l'AMM. Parce que si un individu fait une demande d'AMM simplement parce qu'il n'a pas accès à des soins adéquats, alors il faut vraiment interroger cela de manière clinique. On ne doit pas leur dire oh, ben, le système n'a pas marché pour vous, il vaut mieux que vous mouriez. Et certains militants pensent, enfin, ont peut-être ces arguments car c'est et ces individus se voient peut-être donner le message implicite que leur vie ne vaut pas d'être vécue. Quand j'ai donné des exemples, effectivement, il y a des individus qui ont un sentiment de désespoir concernant la possibilité de guérison et il faut interroger cela aussi avant d'avoir des conversations sur l'AMM. D'accord, c'est une remarque très intéressante, effectivement. Au vu du rapport d'experts, effectivement, on dit que, par exemple, le logement, c'est une façon qu'il faut proposer un soutien social. Il faut inclure cela dans l'équation, dans l'analyse sociale. Tout cela, ce sont des préoccupations très intéressantes et très importantes. Merci.
en français de Félix Pajot qui dit la chose suivante. Selon ce que je connais de la législation, la loi est toujours générale et elle ne peut pas prévoir tous les cas spécifiques. Si on se fie qu'à l'éthique pour chaque décision clinique, on n'a plus besoin de loi. Il doit y avoir une réflexion éthique générale derrière chaque loi, il me semble. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, je ne voulais pas donner l'impression que j'écartais les réflexions éthiques qui doivent se faire à niveau général pour ce qui est la loi. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une réflexion éthique jusqu'au fond, jusqu'à la prise de décision individuelle. Puis, je pense qu'une raison qu'on est pris dans un débat, une contradiction entre différents groupes, c'est que il y en a qui voient que cette décision de cas individuel est quelque chose qui est factuel. On s'entend sur les paramètres éthiques en arrière de la loi. On décrit une liste des faits qui doit s'appliquer à un demandeur qui est accepté, puis on les applique. Quoique ce que j'essaie de soutenir, c'est que non, on ne peut pas écarter l'aspect normatif de la décision de dire que quelqu'un est admissible ou pas. Une liste factuelle, dresser une liste factuelle des caractéristiques ou critères d'admissibilité ne peut pas capter tout ce qu'on juge pertinent. Puis comme Kathleen disait, il y a peut-être d'autres considérations. Quelqu'un qui est apte, qui remplit les autres critères, mais on juge que les conditions structurelles étaient franchement inadéquats, mais on va peut-être aller dans un autre sens dans une décision ou au moins on va attendre. Et donc, ces considérations-là doivent être prises en considération à niveau individuel. Merci beaucoup de la clarification ici. What I will do next is read a comment. Ce que je vais faire maintenant, c'est lire un commentaire et nous aurons peut-être ensuite le temps de répondre à deux autres questions. Ça vient de Mary Ballantysh qui dit « Commentaire, pratique le travail social féministe. Ce n'est pas limité à la profession du travail social, mais cette pratique essaie d'intégrer les questions individuelles et sociétales, même au niveau de l'interaction clinique. Bien entendu, cette approche tâche d'être aussi sensible que possible et adaptée à la situation de la personne. Le suivi est important. L'un des problèmes avec les modèles médicaux traditionnels, c'est cette séparation entre questions individuelles et sociétales. Je n'avais pas encore entendu parler des études folles, des MAD Studies, mais j'imagine que ce domaine en pleine émergence essaye d'intégrer ou de lier ces questions individuelles et structurelles. Est-ce que vous souhaitez commenter cela? Je sais que c'est un commentaire, pas vraiment une question, mais elle vaut peut-être réaction? Oui. C'est un commentaire utile, effectivement, parce qu'il essaie d'intégrer justement les facteurs individuels et structurels. Et son commentaire est plus général aussi. C'est important de noter aussi que nous venons dans les MAD Studies du travail social. Il y a des individus, en fait, qui ont fait le pont, qui ont été travailleurs sociaux au Canada ou en Angleterre dans le passé. Donc, c'est important justement de noter cette intégration, cette tentative d'intégration. Et je vous le disais, les MAD Studies essaient de bâtir là-dessus, donc les études sur le handicap, etc. Donc, merci d'avoir fait ces commentaires. Comme quoi, effectivement, donc, il y a beaucoup à faire là-dessus. Thank you. Merci. If we move on to Pour continuer maintenant, j'ai une autre question. Dans ce cas-ci, Brandon Layer vous demande qu'en est-il de l'intérêt de la société bioéthique dans cette conversation? Est-ce que l'on s'attarde trop à la question de l'aide à mourir par opposition à apporter des soins à ces conditions de santé mentale? Au Canada, ce sera bientôt le cas qu'un médecin pourra permettre à un patient de faire la demande d'aide à mourir. Ce même médecin devra s'adresser à Santé Canada et aussi proposer un plan de soins, bien qu'il y a
de nombreux défenseurs dans la collectivité bioéthique parlant de l'importance de la libéralisation de l'aide à mourir et n'empêche qu'il y a eu, on est passé sous silence d'offrir un accès à des thérapies psychédéliques. Pourquoi les membres de la Société canadienne de bioéthique s'intéressent-elles autant à l'aide à mourir? Donc, c'est une question qui nous est posée à tous. Qu'en est-il de la société professionnelle, la société universitaire? Est-ce qu'on se préoccupe trop de l'aide à mourir par opposition à mettre l'accent sur ou l'emphase sur les soins que l'on peut prodiguer? Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer? Mona. J'espère que la personne qui a posé la question ne m'en voudra pas, mais je voudrais extrapoler cette question. Je voudrais qu'elle soit encore plus générale de portée, et que ce ne soit pas uniquement la société, mais j'aimerais vous poser la question suivante. Jusqu'où veut-on aller comme société, société canadienne, pas la Société canadienne de bioéthique, à savoir si les gens devraient avoir accès ou non à l'aide médicale à mourir jusqu'à ce que les gens aient ce dont ils ont besoin. Eh bien, c'était vrai avant l'aide à mourir et c'est toujours aussi vrai. Très souvent, les arguments avancés pour ce qui est de cette question de l'accès. Les gens n'ont pas ce dont ils ont besoin, donc on ne devrait pas leur offrir l'aide à mourir. Il faut leur offrir les soins qu'ils réclament. Alors, jusqu'où veut-on exploiter cette ligne de pensée? C'est tout à fait légitime. On ne devrait pas avoir l'accès de l'aide à mourir jusqu'à ce que l'on puisse prodiguer tous les soins voulus. Eh bien, quand peut-on dire, mais voilà, ça suffit. La personne a ce dont elle a besoin. Voici ce que la société peut lui offrir. Ou la société pourrait offrir davantage, mais pas autant que ça. Alors, pour moi, cette question s'inscrit dans le débat. Jusqu'où faut-il aller comme société pour veiller à ce que les gens obtiennent ce dont ils ont besoin afin de faire une demande d'aide à mourir? Merci, Dr. Gupta. Kathleen, aimeriez-vous intervenir? Bien, je pourrais réagir rapidement. Je crois que Mona a raison. Idéalement, les gens devraient pouvoir mettre à l'essai le traitement psychédélique par opposition ou avant même de rechercher l'aide médicale à mourir. Mais il y a de nombreuses tensions là dans le système. On nous présente ça comme une thérapie qui vient de percer, mais il y a eu bien des cas de personnes qui ont été exploitées. Il y a le cas d'une dame en Colombie-Britannique qui a participé à un essai clinique, la thérapie psychédélique par suite d'un traumatisme terrible. Et je pense qu'il est utile d'élargir l'accès à certains traitements, mais j'ai quand même quelques réserves parce que cela met les gens dans une situation où ils sont plus facilement manipulables, exploités. Alors, je pense qu'il faut en tenir compte. J'aimerais ajouter quelque chose, si je puis. Désolée, Kathleen, ce n'est pas tout à fait pour faire suite à ce que vous avez dit, mais c'est pour ajouter à mon intervention première. Si on décide que les gens ne devraient pas avoir accès à l'aide médicale à mourir avant que l'on ait satisfait à leurs besoins en tout ou en partie, eh bien, ma question supplémentaire serait la suivante. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas pour quiconque souffre d'une autre condition médicale? Alors, pourquoi ce serait là la condition à satisfaire pour quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale? La réponse est peut-être ce que Kathleen nous a expliqué, mais on pourrait avoir une discussion à savoir si ça s'applique aux troubles mentaux. Je voulais donc ajouter cela à ma réaction spontanée. Merci de le signaler.
Mais c'est une question pour nous tous, à savoir, est-ce que c'est un deux poids, deux mesures? Est-ce que le standard est différent si c'est des santé physique par opposition à santé mentale? Qu'en est-il de la Société canadienne de bioéthique? Doit-elle avoir la conversation? C'est quelque chose qui revient sans cesse. Alors, une dernière question peut-être, avant même de vous demander, est-ce que vous voulez retenir de la conversation d'aujourd'hui? C'est une question intéressante. J'essaie de la retrouver dans la liste des questions. Ah oui, voilà. Jenny Hyde qui demande ce qui suit. Pensez-vous que d'ouvrir la porte à l'aide médicale à mourir à ceux qui sont atteints de troubles mentaux, que ça pourrait être un agent catalyseur pour ce qui est de changer notre système de soins de santé médicale? Enfin, la question, c'est quelle sera l'incidence de cette possibilité si ça se concrétise en mars 2023? Pourquoi en sommes-nous rendus là où nous en sommes? Et est-ce que cela ne pourrait pas provoquer un changement positif pour qu'il y ait peut-être un peu plus de compassion, de compréhension ou pas? Mais on s'inquiète aussi que cela va mettre un terme à la discussion pour ce qui est de soins de santé dans les cas de troubles de santé mentale. Auriez-vous des commentaires ou des réponses à donner à cette question? Peut-être avez-vous une opinion. Kathleen, voulez-vous aller en premier? Je veux bien. Je crois que cela a le potentiel de faire les deux. Eh bien, ce qui préoccupe les militants, que ce soit pour l'aide à mourir ou pour les champions des personnes ayant une incapacité, c'est que les problèmes qui souffrent de soins de santé mentale graves, eh bien, elles estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, il y a lieu de s'en préoccuper parce qu'on sait que le changement est difficile, et que de donner aux gens l'option de mettre fin à leur vie parce qu'un système de soins qui n'est pas là pour les aider, eh bien, je ne sais pas vraiment si ce n'est pas véhiculer le message que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais cela donne lieu à des discussions telles que celles que l'on a aujourd'hui, par exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenter de donner espoir aux gens et pour ce faire, eh bien, déterminer quels sont les soins que nous prodiguons? Eh bien, nous voulons peut-être avoir un plus grand espace pour négocier la chose, mais j'ai vraiment des préoccupations quant au biais institutionnel et dans quelle mesure cela va infléchir les décisions que l'on prend. Dr Gupta, eh bien, écoutez, pour être juste, alors que je tente de répondre à la question, est-ce que ce sera un agent catalyseur? Ben, la réponse est qu'on ne le sait pas. On verra bien dans quelle mesure les changements qui surviennent en matière d'aide médicale à mourir, eh bien, est-ce que ça se fera en même temps que des investissements dans les systèmes de soins de santé? Nous demandons ces améliorations au système depuis longtemps, bien avant l'aide médicale à mourir. Alors, je me demande si ce qui sous-tend la question et la discussion, c'est encore une fois le choc de personnes qui ont des vues opposées. Pour ce qui est de l'accès au système de soins de santé mentale, eh bien, cela préoccupe un très grand nombre de gens qui vivent du stress, qui ont peut-être des troubles de santé mentale, qui ont du mal à obtenir des soins. Puis, il y a sans doute un plus petit groupe de gens et qui
ont eu droit à de nombreux services. Je ne sais pas si ce sont des services de qualité ou pas, mais enfin, peut-être qu'ils réfléchissent à la question et voient les choses autrement. Je me demande donc, enfin, je m'inquiète plutôt que d'investir dans une foule de services n'aura pas vraiment d'incidence sur ce plus petit groupe de gens parce que ce sera pour d'autres gens. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut éviter le choc entre ces deux groupes qui sont bien différents. Et revoit à la question comment s'assurer que tout nouveau programme, tout investissement qui cible un petit groupe de gens qui ont peut-être besoin d'accès à des thérapies innovatrices qui sont prometteuses, mais qui n'y peuvent pas y accéder par opposition à la question des gens qui sont en début d'une condition quelconque ou qui sont en détresse, eh bien, comment va-t-on leur venir en aide? Voilà, merci. Je pense qu'on est sur le point de mettre fin à la séance. Je voulais vous demander s'il y a quoi que ce soit à retirer de cette conversation. Enfin, quelles seraient les prochaines étapes à franchir selon vous? Kathleen, Dr. Gupta, auriez-vous quelques perles de sagesse pour nous? Moi, j'ai beaucoup appris. Kathleen, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais tout simplement vous dire que ce que je retire de la conversation d'aujourd'hui, c'est en fait ce que disait Mona plus tôt, et il est très important de savoir que ces valeurs qui sont implicites sont très souvent subjectives. Et donc, les études sur les handicaps, par exemple, et les biais institutionnels, eh bien, il faut en tenir compte. Et ce que l'on pourrait peut-être faire pour faire avancer la conversation, c'est être de sensible à la chose. Et vous avez mon adresse électronique sur mes planches. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour qu'on puisse poursuivre la conversation. Dr. Gupta? Eh bien, ce que je retire de cette conversation, eh bien voilà, j'ajoute à ce que Kathleen vient de dire, dans le sens que j'appuie ce qu'elle demande, mais notre objectif, ce n'est pas une évaluation qui est en tout point objective, mais où les hypothèses ou les valeurs peuvent être identifiées puis assujetties à la discussion. Et parfois, c'est présenté comme quoi il faut éliminer tout biais, tout préjugé pour être objectif. Et je ne crois pas que ce soit là l'objectif, pas du tout. Je crois que ce que l'on veut, c'est une discussion franche et ouverte. Merci beaucoup de cela, mesdames. Merci à vous tous d'avoir participé activement. Plus de 200 participants aujourd'hui, 2 excellentes conférencières, une bonne participation et puis on remercie nos organisateurs de la Société canadienne de bioéthique et en particulier Dr. Buckman et Sylvie Klein. Merci. Victoria, le mot de la fin. Je voudrais vous remercier encore une fois au nom de la Société canadienne de bioéthique de vos propos réfléchis qui nous permettent d'approfondir le sujet. Merci Kathleen, Mona, merci Eric d'avoir bien voulu animer la séance et nous voulons remercier tous nos participants. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez le temps de remplir le sondage pour nous faire part de votre rétroaction et nous espérons vous revoir à l'automne. Merci tous.